Voilà, merci beaucoup, professeur Abdoussen. Donc, je remercie aussi, en fait, le professeur Mamoudou le recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane, donc toute l'équipe, en fait, de cette université, même les CTS qui sont présents. Donc, vraiment, j'ai bien suivi, en fait, la présentation du professeur Ngala, donc, qui est venu sur les aspects généraux, en fait, pour les CTS. Oui, en fait, je vais faire une présentation par rapport, en fait, à cela. Donc, vous voyez mon écran? Allô? Vous voyez mon Je vois. écran? Pas encore arrivé, mais apparemment, oui, c'est bon. C'est bon, on voit maintenant. Voilà, OK. C'est bon. Voilà, d'accord. D'accord, d'accord. En fait, je pense que le professeur Ngara a abordé certaines questions, mais je vais revenir encore rapidement sur l'acte d'invalidité parce qu'il a précisé qu'en fait, ça peut se faire au niveau dans certains pays, dans les tribunaux, au niveau des mairies, mais par en fait, le recteur. Mais pour le recteur, il faut préciser aussi qu'en fait, pour le cas spécifique du recteur, le recteur doit adresser en fait au courrier au niveau en fait du secrétaire général du CAMES et il doit attendre sa réponse. Maintenant, après cette réponse, voilà, le rectorat puisse faire en fait un acte d'invalidité au candidat. Maintenant, quand le candidat amène en fait l'acte d'invalidité, il doit être accompagné avec la lettre et la lettre réponse. Je pense que, en tout cas, c'est ce qui se fait dans notre CTS. Je ne sais pas dans les autres CTS comment ça se passe. Voilà, donc, bon, je pense qu'il est revenu sur ça. Je pense que ça aussi, c'est dans les guides. La publicité n'est pas encore changée. Donc, je pense qu'aussi, l'acteur principal, c'est le candidat. Donc, oui, le candidat il est responsable, en tout cas, de son examen, même s'il doit être accompagné par la commission institutionnelle locale. Donc, je vois qu'aussi dans certaines universités, chaque année, en fait, les gens renouvellent. Dans d'autres universités, en fait, bon, ils ne renouvellent pas, mais c'est bien aussi pour les commissions institutionnelles locales que ce soit institutionnalisé, qu'on met, en fait, voilà, chaque année, au moins un arrêté rectoral pour dire que, voilà, ce sont ces membres qui sont dans cette commission parce que c'est ces membres-là qui doivent vérifier, en fait, la conformité de certains dossiers avant qu'ils soient envoyés au commerce. Donc, bon, je vais survoler certaines choses rapidement. Je pense que, voilà, tous ces aspects, attestation de formation pédagogique. Donc, ça aussi, je pense que je pense que peut-être le professeur Ngala l'a dit, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nouveauté pour la LAFMA. Et bon, nous, quand on était à l'université de Thiès, en fait, nouvellement recruté, on avait bénéficié en fait même de formation à la pédagogie universitaire. J'ai vu qu'en fait, c'est des aspects qui tendent à disparaître. Donc, il faut aussi que les universités puissent accompagner les jeunes qui viennent d'être recrutés. Dans beaucoup de pratiques, on voit quelqu'un qui vient d'être recruté, mais tu es seul, tu viens, tu fais ton cours comme bon te semble. Je pense que aussi ça, c'est des choses à laquelle, en fait, je pense qu'il faut corriger normalement, en fait. Un assistant, c'est un assistant. Donc, il doit être normalement assisté par rapport aux professeurs, en fait, voilà, titulaires et autres, les maîtres de conférence, pour parfaire, en fait, son cours. C'est important que les gens reviennent sur la formation pédagogique, en fait, pour que ces gens puissent avoir ça. Je pense que ça c'est une exigence pour l'enlèvement. Attestation relative aux activités, en fait, aux activités, en fait, à service à la communauté universitaire. Ça aussi, je pense qu'il l'a déjà dit. Et service à la société. Donc, il ne faut pas confondre service, en fait, comment ça s'appelle encore, à la communauté universitaire. Donc, et service à la communauté. Parce que le service à la communauté universitaire, ça peut être, comment ça s'appelle encore, des activités que vous avez participé au niveau de l'université, soit des soutenances de mémoire, soit ça peut être aussi, en fait, les instances pédagogiques et autres, où il y a des actes de délibération qui peuvent être, en fait, des pièces législatives. Par exemple, c'est les associations relatives au service à la société aussi. Je pense que, par exemple, c'est des activités qu'on peut mener envers, en fait, la société. Par exemple, bon, on peut être parrainé de quelque chose, ou bien, en tout cas, on peut même former une communauté sur, en fait, quelque chose. Je pense qu'aussi ça peut être, en fait, dans aujourd'hui aussi, en fait, il y a l'évaluation, en fait, des enseignements. Je pense que à partir de 2025, l'évaluation des enseignements va devenir, en tout cas, une exigence. Quand vous lirez les kitabs, vous allez voir que ça devient encore une exigence.
Donc, je vais aller encore plus loin sur certains aspects. Voilà, la certification de nos plagiats aussi, en fait. La certification de nos plagiats, oui. Tu m'entends? Non, je voudrais que tu t'arrêtes un peu sur ça, l'évaluation des enseignements. Est-ce que tu parles de notre loi? Parce que dans notre loi, ça y est, ou tu parles du CAMES? Non, ça c'est pour le CAMES. Le CAMES. Pour le CAMES, en fait, voilà. Quand vous voyez, je vais vous montrer, en fait, il y a même les fiches qui sont disponibles pour CAMES. CAMES, il dit, en fait, cette évaluation, en fait, cette critique d'évaluation, elle est exigée à partir de 2025. Je pense que quelque part même, je vais vous montrer, en fait, les fiches dont je fais allusion. D'accord, ok, merci. Fiche d'évaluation anonyme des enseignements. Vous avez vu? Voilà, ça reste aussi, il y a une autre fiche de synthèse. Ça, c'est la fiche synthèse d'évaluation des enseignements. Ça veut dire qu'à partir de 2025, en fait, vous êtes tenu de présenter ces deux fiches. Et au niveau, en fait, de l'établissement, on désigne en fait un évaluateur. Donc, un évaluateur qui est désigné pour ça. Donc, il va signer de même que le directeur et l'institut. Donc, si c'est la recherche aussi, le directeur de recherche. Donc, ça aussi, en fait, c'est pour CAMES. Maintenant, je m'étais arrêté ici. Voilà, en fait, je parlais tout à l'heure de plagiat. Donc, le plagiat aussi, en fait, il faut que le candidat doit présenter un certificat de non-plagiat pour montrer, en fait, que son document, la thèse qu'il a encadrée, ou bien la thèse, en fait, produite, ou le mémoire encadré, en fait, ne sont pas, en fait, des documents qui sont plagiés, parce qu'il y a des logiciels anti-plagiat. Je pense qu'aussi, il y a certaines universités dans des écoles doctorales où les gens ont le logiciel pour dire, voilà, je pense qu'au-delà de 20%, c'est pas toléré. Donc, je pense qu'au-delà de 20%, le plagiat n'est pas. Donc, ça aussi, il faut que les gens tiennent compte par rapport à ces données. Donc, je vais revenir spécifiquement sur notre CETES, en fait, le CETES SNA. Pour le CETES SNA, donc, ici, pour le CETES SNA, donc, on demande maintenant pour la LAFMA 4 articles dans sa discipline ou dans la spécialité du candidat. Et le candidat doit être au moins 2 fois premier auteur. Et pour le reste aussi, il doit occuper des rangs utiles. C'est la même chose aussi que pour, comment ça s'appelle encore, pour le chargé de recherche. Pour le chargé de recherche, au-delà, en fait, de ces 4 articles et les positions par rapport à l'article, il doit au moins avoir publié un article hors thèse. Un article, en fait, publié dans une revue indexée. 4 fiches techniques de documents de vulgarisation ou de valorisation. Donc, il faut, au-delà de ça, il faut qu'il produise, en fait, des documents de vulgarisation. Donc, pour ceux qui cherchent, par exemple, en fait, il faut être premier auteur au moins sur 2 articles et avoir 2 revues paris dans des 2 articles paris en fait dans des revues indexées. Donc, au-delà d'être premier 2 fois, il faut aussi que au moins vous avez 2 articles qui sont paris dans des revues indexées pour avoir le code A. Sinon, vous n'aurez pas le code A. Pour en fait la LAF-MC, liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence. Donc, il y a des catégories, ceux qui sont titulaires d'un doctorat unique, un PhD. Donc, ici aussi, en fait, il faut 8 articles. Donc, 8 articles. Et là, il faut être premier article sur les 4 articles publiés. Et il faut aussi, en fait, avoir 2 communications. 2 communications, c'est important. Maintenant, c'est une exigence. Donc, pour la LAF-MC aussi, pour les titres du doctorat de 3e cycle ou ceux qui ont l'HDR, ces individus aussi doivent avoir 6 articles, au lieu de 8, mais ici c'est 6 articles. Et les communications, comme l'a dit le professeur Ngala, c'est devenu une exigence au niveau, en fait, que ce soit LAF-MC, que ce soit aussi l'AFT. Donc, pour ce titulaire ou maître de conférence, ça c'est exigé. Donc, pour en fait la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de recherche aussi, c'est presque la même chose. Il faut toujours
de communication, en plus des 8 articles, pour ceux qui sont titulaires en fait d'un doctorat unique ou un PhD. En plus, il faut ajouter 8 fiches techniques ou documents de vulgarisation. Donc, pour la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de recherche aussi, pour ceux qui sont titulaires d'un doctorat de 3e cycle ou un doctorat d'État, HDR, donc en plus des 6 articles aussi, il faut avoir 6 fiches techniques de communication. Ça veut dire que les communications sont importantes pour quitter la LAF, en tout cas la liste d'aptitude, la LAF à la LAF MC ou bien la LAF MR. En fait, la LAF, pour faire la LAF MR. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. C'est les mêmes critères. En de ça aussi, il faut avoir encadré des mémoires de master. Donc, je pense qu'il faut avoir encadré des mémoires de master. Donc, pour le professeur titulaire, ici aussi, c'est 8 articles. Dans 4 revues différenciées. Donc, ici, il faut avoir au minimum 4 communications. Et les communications aussi, il faut apporter les preuves. Parce que si vous faites une communication, il faut apporter les preuves. Les preuves, c'est l'attestation qui prouve que tu as communiqué, mais aussi, en fait, le livre, en fait, des résumés. Dans le livre des résumés de la communication, en fait, vous allez amener la page de garde et la partie où votre, en fait, en tout cas, résumé est publié. Donc, je pense que c'est par rapport à ça, je pense que c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, merci beaucoup, Serigne voilà, Modou, pour la présentation. voilà, merci beaucoup, professeur. Merci. Voilà. Tu peux arrêter la présentation. Peut-être parce que ça prend de la bande passante aussi. Tu peux arrêter la présentation, s'il te plaît. Et on va... Oui. Je voudrais juste préciser ceci, que les collègues qui nous écoutent sachent que ce qu'il a dit n'est pas valable dans tous les CTS. Voilà. Je crois que ça, c'est important. Sinon, moi, je sais, c'est le risque. Quand on projette, c'est-à-dire quand on tire ce qui est sur le guide et qu'on le projette, on a tendance souvent à photographier, à ne plus lire, sentir la nécessité de lire le guide, alors que la lecture du guide doit être une condition sine qua non pour tout candidat. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à ne pas prendre des parties du guide pour les exposer. Ce que nous devons, et si nous voulons être efficaces en tant qu'experts, c'est de leur dire ce qui empêche aux candidats d'être inscrits. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Puisque ça, ils ne le savent pas souvent. Puisque c'est des choses qui ne sont pas souvent contenues peut-être dans le guide, mais qui se fait intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque guide. C'est ce que nous devons leur dire. Merci. Merci. Salut. J'ai bien précisé qu'en fait, cette partie, c'est pour la partie SNA. Donc, c'était SNA, je pense qu'on a des spécificités qui sont un peu différentes toutes les ans. Justement. Mais honnêtement, c'est clair, hein, ce que vous dites de Ngala à vous, c'est vraiment très clair. Voilà. Merci Lamine, merci pour la précision. C'est ça, je l'ai dit au début. Ngala parle à part global et les autres collègues vont parler spécifiquement de leur CTS de rattachement. Je pense que le professeur Djegan est là, Djegan Diouf, parce qu'il est dans le même CTS, je pense que Serigne Modou. Il serait bon que le professeur Djegan intervienne tout de suite. Vous complétez. Merci beaucoup. Merci, prof Sen. Je salue monsieur le recteur, je salue également professeur Si de la DGRI, mais également professeur Sen pour tout ce que vous êtes en train de faire. Le pied, effectivement, nous l'avons connu depuis la période de Covid et on se satisfait de tout ce qui est en train d'être fait et nous vous félicitons. Félicitons également le professeur Sall. Je salue également les autres membres des différents CTS, professeur Dité, Ndiaye, professeur Sarr qui vient d'intervenir, mais également professeur Ngom, Mendy et autres, donc qui interviennent. C'est surtout pour saluer l'initiative parce que, effectivement, les candidats, en tout cas les représentants qui sont au CTS, sont souvent très, très mal à l'aise pour certains dossiers. Parce que l'objectif, c'est en fait d'atteindre 100%. Et professeur Ndiaye l'a dit tout à l'heure, par moment, on est
vraiment mal à l'aise devant certains dossiers et on se culpabilise. Parce que j'ai l'habitude de dire que si on a des échecs, la responsabilité est partagée entre le candidat, parce que peut-être il y a certaines choses qui sont de son ressort, mais également l'administration, parce que certains documents qui devraient être peut-être visés ne l'ont pas été, donc il y a un manque de vigilance, mais aussi les membres des CTS et de la commission institutionnelle, parce que normalement, si le travail est fait, certains dossiers ne devraient pas partir, ou bien en tout cas, avant de partir, il aurait fallu quand même faire un toilettage qui permettrait d'éviter. Donc c'est pour dire que, contrairement à ce que certains pensent, parce que parfois, quand les gens échouent, ils vont incriminer les membres de la commission de CTS, alors qu'en réalité, souvent, c'est vraiment à leur cœur défendant plutôt que ça arrive. Parce que normalement, quand on est là-bas, on est censé être membre du CTS. On revient sur des contextes, sur certaines questions, parce qu'on connaît mieux peut-être l'écosystème, on revient sur certains éléments, mais le dossier ne se défend seul. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est pour dire tout simplement que vraiment cette initiative, nous la saluons. Je ne vais pas revenir sur ce que le collègue Sarr vient de dire. Je vais juste peut-être sur quelques idées, quelques conseils que je pourrais donc me permettre de donner pour justement réduire les risques d'échec. Parce que très souvent, on fait la confusion. Parfois, le dossier, on parle d'irrecevabilité, parfois on parle d'ajournement. Donc, c'est important aussi que les collègues sachent quelle est la distinction entre ces différents points. Parce que l'ajournement, quand même, c'est un peu plus, j'allais dire, dommageable. Parce que dans certains cas, c'est parce que souvent, vous n'avez pas suffisamment produit. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure le prof Ndiaye, en disant que tout est dans le guide. Avant de partir même, vous devez évaluer pour savoir exactement si vous avez, quelles sont vos chances de réussir, donc, ou bien de passer, que votre dossier passe. Et c'est en ce sens que je voudrais faire une proposition, et ça c'est à l'endroit de la DGRI, donc professeur Si, c'est surtout l'institutionnalisation des commissions nationales. Parce que prof Ndiaye parlait tout à l'heure des cas, des dossiers, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou bien du Bénin. En tout cas, souvent quand ils arrivent, on sent que derrière, il y a un travail qui est fait et ce n'est pas un seul CTS peut-être qui a travaillé là-dessus et il commence très tôt. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est là où je salue l'idée de ce travail national que vous êtes en train de faire au niveau de l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, pour avoir cet aspect. Donc, ça, c'est vraiment une première idée que je voudrais lancer, mais surtout aussi par rapport aux actes d'individualité. Parce que parfois, certains collègues perdent des articles. Quand je dis perdre, c'est-à-dire les articles ne sont pas comptabilisés parce qu'il y a une dénomination du nom ou du prénom qui n'a pas été prise en compte. Et ça, c'est à sa défaveur. Et qui rejoint ce qui a été dit de ne pas partir avec le strict minimum donc du nombre d'articles qui est demandé. À l'endroit des chercheurs, je ne sais pas s'il y en a au niveau de l'audience, mais la validation des fiches techniques et des documents de vulgarisation, ça aussi souvent, ça pose problème. Parce que quelqu'un peut avoir un document ou une fiche de vulgarisation, mais qui n'a pas été validé par une autorité compétente au sein de l'institution. Donc, on ne peut pas se prévaloir de cette fiche-là et qui fait que finalement, le dossier n'est pas retenu. Une autre chose, c'est aussi les certificats de scolarité relatifs aux inscriptions des candidats encadrés. Parce qu'on vous dit que le candidat, pour se prévaloir de l'encadrement d'un candidat, il faudrait que ça soit depuis le début de son inscription jusqu'à la fin. Et parfois, certains candidats se présentent sans ces certificats d'inscription et ça pose un problème, même si on sait que quelque part, c'est lui qui l'a encadré. Et il faudrait aussi que cet encadrement corresponde, surtout pour les thèses, après l'inscription donc au niveau de l'AFMC ou l'AFMR pour les chercheurs. Ça aussi, c'est un aspect qui est très important et qui n'est pas toujours pris en compte parce qu'on jongle parfois avec les inscriptions et très souvent, on se trahit, entre guillemets, parce qu'en mettant certains d'autres documents, on se rend compte qu'il a commencé à encadrer alors qu'il n'était pas encore inscrit. Et souvent, ça n'échappe pas aux évaluateurs. Parce que comment l'évaluation se fait?
En général, on a d'abord 2 évaluateurs externes qui envoient le dossier et en interne, on vérifie en fonction de l'avis favorable ou non qui a été donné. Après, on vérifie encadrement, publication, etc. Donc, ce qui veut dire que très souvent, il y a certaines choses, même si ça échappe à l'évaluateur externe, ça échappe rarement aux évaluateurs internes qui sont au nombre de 2 ou 3 qui réévaluent le même dossier. Ce n'est pas pour pénaliser qui que ce soit, mais c'est quand même pour un souci d'équité que ça doit se faire. Un autre aspect, c'est par rapport aux preuves d'indexation des revues. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui demandait cela. Ça figure déjà au niveau du guide. Donc, ce qui montre qu'effectivement, il faut aller dans le guide, vérifier ce qui est demandé. Mais les preuves d'indexation, c'est indispensable, surtout pour maître de conférence, mais également professeur titulaire. Exceptionnellement, cette année, il y a eu, en tout cas dans le CTS sciences naturelles agronomie, il y a eu quand même des faveurs qui ont été faites. Mais quelqu'un quand même qui se présente, c'est à lui d'apporter la preuve que la revue dans laquelle il ou elle a publié, c'est une revue qui est indexée. Et on vous donne également donc des bases d'indexation. Même si la liste n'est pas exhaustive au niveau du guide, vous avez des preuves d'indexation. Et surtout, n'hésitez pas, le dossier du CAMES, on ne le fait pas en cachette. N'hésitez pas à vous rapprocher des anciens, ou bien d'autres qui ont eu à présenter des dossiers, qu'ils vous montreront comment est-ce qu'ils ont fait. Et il y a des dossiers qui sont très bien montés et on peut s'appuyer là-dessus. Une chose aussi que l'on a souvent, auquel on est confronté, c'est parfois, et c'est là où j'interpelle l'administration, parce que parfois, la nomination de l'évaluateur intervient après la signature du dossier d'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation pédagogique. L'administration, que ce soit le recteur ou quelqu'un d'autre, donc signe l'évaluation, alors que l'évaluateur a déjà fait son travail. Ça aussi, ça ne passe pas, parce qu'on ne peut pas évaluer avant d'avoir été donc nommé. Je crois que ça aussi, c'est là où je disais que c'est partager la responsabilité et partager également avec l'administration. Et une dernière chose, c'est surtout à l'endroit des commissions institutionnelles, au niveau des commissions institutionnelles, faire ce travail donc de renforcement des capacités des enseignants, surtout au niveau du montage des dossiers de candidature, quitte à faire en sorte que si ce n'est pas conforme, de ne pas donner un OK, parce que non seulement c'est de l'argent qu'on perd, mais c'est aussi l'image de l'institution. Parce que quand on dit que le Sénégal, ce n'est pas une question de CTS, mais quand on dit qu'on est à 100%, c'est vraiment une fierté pour tout le Sénégal. Et c'est possible. L'objectif d'avoir 100%, c'est possible. La dernière chose, et je m'en arrête là, Monsieur le Président, c'est surtout éviter de surcharger le dossier. Parce que certains pensent qu'en mettant énormément de choses, c'est pour davantage donner du contenu. Alors que ce qui est demandé, il y a des éléments qui sont demandés, que ce soit le service à la communauté, que ce soit les publications. Il faut les mettre dans l'ordre qui est demandé. Sinon, j'allais dire que ça énerve parfois même l'évaluateur, au point que ça permet même de faire sortir d'autres choses qui n'étaient pas visibles. Par exemple, l'année dernière, il y a un candidat qui a présenté certificat de nationalité, etc. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que la personne avait une double nationalité. Et dans ces dossiers aussi, ça apparaissait. Donc, pour donner une idée que parfois, ça peut même vous jouer des tours. Voilà donc, très rapidement, Monsieur le Président, professeur Sen, le modérateur, donc ce que je voulais dire, en restant bien entendu disponible si éventuellement il y a des questions et qu'on pourrait partager notre expérience justement donc au niveau du CTS sciences naturelles agronomie.